tout ce que tu as vu toi en tant que contributeur individuel, c'était ton propre manager qui te coachait et ça a super bien marché puisque tu es devenu manager. Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexis Eve et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. Et donc que les clients qu'on sert actuellement soient super satisfaits et qu'ils continuent de travailler avec. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, ça va et toi ? Bah écoute, ça va ok. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast My Own Leadership de Yaniro. On aurait dû enregistrer chez vous, mais cette facétieuse crise fait qu'on enregistre à distance. Donc bah là, si je dis pas de bêtises, toi, tu es au bureau et puis moi, je suis à domicile. Et il y a un petit peu de monde chez Théodo, mais pas tant que ça, quoi. Vous êtes combien là ? Ouais, là on est 6 sur 120, principalement les dirigeants qui ont une attestation pour faire tourner la boîte, et puis les 4 nouveaux qu'on a accueillis ce lundi, à qui on a proposé en circonstances exceptionnelles de faire leur première semaine physiquement pour qu'ils aient une expérience pas trop solitaire de l'onboarding à Théodo. Ouais, le tout avec masque et gel hydroalcoolique, on s'est vu en lien vidéo avant, tout est dans les respects. Donc Caroline, tu es CEO de Théodo, qui est déjà passé dans les lignes de notre podcast sur le Human Factor, mais je vais te laisser raconter un peu ce que c'est que Théodo pour ceux qui découvrent l'entreprise avec cet épisode, et peut-être me dire un petit peu plus sur en quoi consiste ton poste. Ça fait quoi un CEO ou une CEO chez Théodo ? Vas-y, Ouais. je te laisse. Écoute, Théodo, on est un cabinet de conseil et de réalisation IT. Dit en langage un peu plus humain, en fait, notre travail, c'est de développer des produits tech web sur mesure pour nos clients. On est 120 aujourd'hui à Paris et on est la première startup du Startup Studio M33 qui adresse l'ensemble des problématiques digitales qui existent aujourd'hui. Nous, Théodo, on est spécialisé en web. Voilà, donc ça c'est pour le portrait en 30 secondes de Théodo. Et qu'est-ce que fait la COO de Théodo ? Si tu fais la métaphore avec une usine et que tu nous vois comme une usine à fabriquer des produits tech, moi je suis responsable que tous les produits qui sortent de l'usine Théodo soient délivrés 1 à la qualité attendue par le client, 2 dans les temps et 3 au budget. D'accord. Et donc, là, par exemple, ce qui t'a occupé ces derniers temps, c'était quoi pour qu'on se fasse une idée ? Là, ce qui m'occupe en ce moment, c'est que on a augmenté, on est en forte croissance là cette année, malgré le Covid. Et en fait, du coup, l'usine a une cadence un peu plus élevée que la moyenne. Et donc, il faut que, avec ce rythme qui augmente et ce nombre de produits qui sort de plus en plus élevé de l'usine Théodo, nos 3 critères de qualité dont je te parlais restent au top. D'accord. Et donc, juste pour information, la partie sales, c'est à côté de toi ou c'est dans ton giron aussi ? Il y a un directeur commercial à Théodo qui est vraiment chargé de l'acquisition des nouveaux clients. Moi, j'interviens quand même puisque je suis responsable aussi de la satisfaction des clients via les 3 critères de qualité dont je t'ai parlé. Et donc, que les clients qu'on sert actuellement soient super satisfaits et qu'ils continuent de travailler avec nous. Donc, il y a une dimension commerciale dans mon poste aussi. Ok, bon, je pense que c'est assez clair. Donc, l'idée de cet épisode, comme tu le sais, ça va être de nous pencher sur les clés de ton leadership au sein de Théodo, notamment son évolution au regard de l'évolution de l'entreprise. Et je suis alors doublement ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, déjà parce que tu as été très, très, très chaleureusement recommandé par ton amie, donc Marie de Théodo, qui, quand on lui a demandé qui est-ce qu'est la personne qui a le plus grand niveau de leadership au sein de Théodo, elle a cité ton
ton nom sans sourciller. Donc voilà, aucune pression, mais Marie, si tu nous écoutes, on est ravis de concrétiser cette discussion. Et d'autre part, on en parlera dès la première question, parce que si je dis pas de bêtises, j'allais pas dire le leadership, t'es pas tombé dedans quand tu étais petite, mais on va dire tu as dû te raccrocher aux pratiques du leadership et développer ton leadership un peu en toute urgence, parce que si je dis pas de bêtises, tu es passé très très vite de je ne manage personne à je manage une équipe. Ouais, c'est arrivé à peu près 1 an après mon arrivée à Théodo où, j'ai fait 1 an, sans manager et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvée directrice commerciale. Je viens du monde du Tu commerce. faisais quoi avant? J'ai été, recruteuse pour Théodo et j'ai été, product owner, dans les équipes opérationnelles de Théodo qui développent les produits. Donc j'ai vraiment commencé par le terrain. Après j'ai fait du recrutement et après j'ai commencé à faire un peu de commercial, j'étais account manager. Puis il y a eu, un appel à candidature pour un directeur commercial, il y avait une place qui se libérait. J'ai postulé et j'ai été prise et là ça a été, le baptême du feu puisque je suis passée de je manage, personne ou moi-même à je manage 10 personnes et ce passage de 0 à 10, ça a été un des trucs les plus durs que j'ai fait, dans ma courte carrière. Et ben alors justement, en tant que, du coup, dirigeante, manager, peu importe le choix de mots, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en termes de leadership, dans ce premier moment où finalement, tu es passé de «je manage personne» ou tu te manages toi-même à, «je manage 10 sales»? Parce que c'est vraiment peut-être le cas, concret qui arrive très souvent, notamment en start-up, de «je suis, contributrice individuelle avec mes propres compétences et un niveau d'expertise sur certains sujets», à une position de management qui est finalement pas tout à fait la même chose. Donc, ça a été quoi peut-être les plus grandes embûches pour toi à ce moment-là? En fait, c'est ce que je raconte à tous ceux qui deviennent managers à Théodo et c'est ce que tu dis là, c'est hyper vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu es contributeur individuel et a priori, si tu deviens manager, c'est que tu étais très performant parce que sinon tu serais pas promu et en fait, la première misconception que tu as sur le management, en tout cas moi, c'est celle que j'ai eue, je suis vraiment tombée dedans, les 2 pieds quoi, c'est de penser que, tout le monde, pense comme toi et fonctionne comme toi et du coup, tu vas adresser tes responsabilités de management en disant: «Bah, je vais faire ce qu'a fait mon manager sur moi, moi, je vais le faire avec les autres». Parce que tout ce que tu as vu toi en tant que contributeur individuel, c'était ton propre manager qui te coachait et ça a super bien marché puisque tu es devenu manager donc Bah ouais, c'était la exactement performance est là. c'était la recette magique et donc moi, en fait, ce que j'ai fait et c'est un des trucs que je dis aux managers qui deviennent, je dis: «Attention, n'essayez pas d'imiter votre manager avec vous, parce que ce que vous voyez pas, c'est que votre manager, il a été comme ça avec vous parce que vous êtes vous, mais que les personnes que vous allez manager ne sont pas vous» et ça, c'est vraiment le truc que je conseille, tu vois? Et c'est mon premier écueil, perso dans lequel je suis tombée. Alors attends, tu vas, est-ce que tu peux nous raconter, alors de la manière que tu veux évidemment, comment ça s'est passé et comment tu l'as appris à la dure? Parce que donc ce que je comprends, c'est que tu es arrivé et tu t'es dit: «Bon, bah, je vais manager mes 10 sales, un peu comme on m'a managé» et que ça a fait pchit ou ça a fait même pire que ça, quoi. Tu peux nous Ouais, raconter vite ouais, fait ou pas? bah, écoute, en fait, qu'est-ce que ça a fait? Bah, si, je peux te raconter un peu. Donc en fait, moi, j'avais un tempérament, qui aime beaucoup, la compète, les défis, qu'on me dise très clairement, quand c'est pas au niveau et quand ça l'est et être très challengée. Enfin, vraiment, je fonctionne à ça et donc en fait, mon manager, il avait très, très bien compris comment je fonctionnais et donc du coup, il était extrêmement exigeant. Il me donnait, pas beaucoup d'indices sur, qu'est-ce qui n'allait pas. Il me disait juste: Ça va pas» et j'adorais moi deviner ce qui n'allait pas et le rechanger pour que ce soit mieux et donc en fait, je me suis mis à me comporter comme ça avec des personnalités qui étaient pas du tout comme la mienne, qui avaient, besoin beaucoup plus de discuter, de comprendre le cadre, de comprendre pourquoi on fait les choses, heu, voilà et puis, d'autres gens qui n'avaient pas envie d'être peut-être aussi challengés et puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le fameux, pchit, c'est qu'en fait, tu as des gens qui, heu, ont été pas aussi performants que ce que je m'attendais, pas hyper engagés dans l'équipe en fait du coup, c'est très lié, on pourra peut-être en reparler, mais du coup, pas à fond, alors que moi, quand on me faisait ça à moi, j'étais à donf quoi et donc ça a été super dur parce que, bah, j'ai eu des départs aussi. Mmh. J'ai eu, des personnes que j'avais identifiées comme des top talents et qui sont toujours, j'en suis persuadée, des top talents, qui n'ont pas, rayonné
à la hauteur de ce que, tu vois, j'espérais et de ce que j'attendais et ce que je pense qu'ils sont capables. Et donc ça a été une grosse remise en question personnelle parce que clairement, s'ils n'y arrivaient pas alors qu'ils avaient un potentiel de dingue, c'était moi le problème. Ouais, tout à fait. Et avant de te laisser aller plus loin, j'en profite juste pour placer une petite anecdote parce que ça résonne énormément ce que tu es en train de me dire. Parce que pour information, moi, mes premiers pas de manager se sont passés exactement comme ce que tu décris. Mes premiers pas en manager, c'était dans du conseil en stratégie. Et c'est exactement ça. J'avais un manager qui était très, 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 très exigeant, hyper brusque, mais très juste, au sens où c'est le genre de personne qui te dit jamais que c'est bien, mais quand il te dit que c'est bien, c'était vraiment exceptionnel. Et après, tu te retournes et t'es le meilleur de la boîte, en fait, globalement, à ce niveau-là, parce qu'il a eu le niveau d'exigence qu'elle avait avec. Et les premiers pas où je me suis retrouvé à manager, et moi, ça fonctionne à donf, hein. Moi, j'adore qu'on travaille comme ça avec moi. J'ai fait un peu pareil, et ça s'est pas bien passé du tout, parce que tu parles juste pas la bonne langue. Et je me rappelle très bien qu'un des juniors de mon équipe m'avait dit, tu sais, Alexis, on peut être dans un niveau d'exigence qui est très élevé, mais sans tout le décorum hyper brusque qui va avec, ça marche aussi. Et j'ai même remise en question, je me suis dit, oui, il a raison. Il y a pas de... D'accord, C'est pas ouais. parce que ça marche pour moi que ça marcherait pour les autres, quoi. Ouais. Ouais, ouais, tu vois, je pense que c'est vraiment le premier écueil, d'un jeune manager, c'est de penser que les autres sont construits comme toi et que ce qui a marché pour toi va marcher pour les autres. Et si je sais pas si on a un petit peu de temps encore pour creuser, mais un deuxième écueil, tu me diras si tu veux qu'on en parle, c'est de penser que, ce qui t'a fait arriver à ton stade de manager est celui qui va te faire arriver au au stade d'après. Tu es arrivé à un certain niveau de management par ton énergie, ta dedication, ton exigence, heu, certaines qualités et en fait, tu penses que c'est ces 3 qualités-là, c'est pour citer que celle-là, qui vont te permettre de passer de, manager à dirigeant ou tu vois, ou Mmh. super manager et donc en fait aussi, il y a vraiment un sujet de ce qui te f dans une carrière, ce qui te fait arriver à un palier n'est pas du tout ce qui va te faire arriver au palier d'après. Si tu veux qu'on en Ouais, parce que parle. c'est un autre job, en fait, Ouais, ouais, tout simplement. exactement et donc ça, c'était aussi un deuil à faire quelque part de, OK, j'ai fait le premier palier hyper vite grâce à des qualités, mais maintenant c'est plus celles-là qui vont m'aider à aller encore plus loin. Et alors justement, tu es arrivé à ce stade de manager parce que tu étais une fusée hyper performante, et cetera. Tu fais tes premiers pas, tu te rends compte que, le carburant que tu as mis dans la fusée jusqu'ici, c'est pas du tout celui, qui va te permettre d'être, bonne à ton job actuel, et en plus de ça, globalement, tu vois bien que les équipes te montrent que tu as des progrès à faire. Mmh mh. C'est quoi les déclics ou les étapes successives, qui t'ont permis, finalement de débloquer la situation et d'aller, au stade d'après? Difficile comme question, non? Ouais, le déclic, Pas forcément des déclics, mais en gros, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, que tu as réussi à craquer le truc en te disant: «Non, non, je vais pas le prendre par de cette manière-là. Je mmh vais arrêter de manager, les gens comme j'ai été managé et je vais peut-être faire les choses différemment». Tu t'arrives à te rappeler de ce qui t'a permis d'évoluer? ouais, en fait, c'est une discussion avec, un des coachs à l'extérieur de Théodo, qui nous accompagne, qui m'a littéralement, en fait, dit ça. Il m'a mis les enfin, tu vois, il m'a fait regarder le truc. Il m'a dit, heu: «Les gens ne sont pas comme toi et ce qui t'a amené là où tu es n'est pas ce qui t'amènera à l'étape d'après». Si tu vois, à un moment donné, il a été hyper explicite et ça m'a ouvert les yeux. Hem, je me souviens aussi d'une anecdote, hyper intéressante où en fait, je lui montrais, heu, je montrais, à l'un des fondateurs de Théodo, le management visuel que j'utilisais pour piloter les sales et il me dit: «Mais ça marche, pour des gens comme toi, mais est-ce que» et là il me cite quelqu'un, «cette personne est comme toi?» et donc là je me suis rendu compte que, la réponse était évidemment non Zut! et du coup ça remettait en question derrière tout le management visuel, toute la stratégie, toute la manière dont j'animais, puisqu'en fait le point de départ, c'est qui est dans ton équipe et pas, comment est-ce que tu veux utiliser tel graphe ou je sais pas quoi, pour manager, tes ventes. Et alors justement, donc là, tu as le déclic, plus ou moins, en tout cas, tu as des premiers retours. Comment tu t'y prends pour, faire un petit virage à 90° là? Bah, j'ai vachement utilisé, les outils. C'est, une de mes grosses prises de conscience, ça a été, heu, les outils en tant que manager que tu utilises, créent une culture et disent quelque chose de comment est-ce que tu vois le management. Et donc en fait, j'avais un management très axé sur la performance, donc j'avais des graphes, ça mesurait le nombre d'euros que tu vends. Enfin, je pense que n'importe quel manager qui peut écouter cet épisode voit de quoi je parle. Et en fait, j'ai enlevé toute la partie tracking micro, des objectifs
pour laisser l'équipe respirer. Et je me suis focalisée sur, là, dans mon cas, en tant que directrice commerciale, c'est quoi les deals que tu as dans ton pipe et depuis combien de temps ils y sont. Et c'était vraiment la seule question que je posais à mes sales. Et je disais pas combien d'euros tu as signé, combien tu vas signer la semaine prochaine. Non, tout ça, j'ai enlevé. Et vraiment, je me suis intéressée à c'est quoi ton deal le plus vieux et raconte-moi pourquoi il est là. Et Et donc symboliquement, tu, fais un pas en arrière vers une forme de micromanagement quelque part? je fais un pas en arrière sur ce qui compte pour moi. C'est pas ta performance en euros, mais c'est ta progression personnelle. Parce que Mmh. la question qui anime le management, c'est plus combien tu vas signer en tant que directrice commerciale encore, hein, à l'époque j'étais directrice commerciale, mais qu'est-ce que tu es en train de vivre? Raconte-moi ton deal, là ça fait 55 jours qu'il est dans le pipe, euh, demain ça fera 56 si on fait rien. Raconte-moi pourquoi tu l'as pas encore signé, qu'est-ce qu'est-ce que tu es en train d'apprendre, qu'est-ce qui bloque? Et donc en fait, tu vois, c'est beaucoup moins axé process, extraction du chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus axé sur le développement de la personne. Ouais, et donc alors là, je vais prendre ma casquette, entre guillemets «un peu plus système» et du coup un vocabulaire un peu froid, mais ce que je comprends, c'est que dans ton poste de directrice commerciale, tu es passée d'un mode, très, très, très centré data où il y a beaucoup, beaucoup de KPI, mais où donc fatalement, même dans le how, de tes équipes, il y a pas de latitude décisionnelle. Enfin, en gros, il y a un process, il faut le suivre. À là, quelque chose, où la North Star métrique quelque part, que toi tu surveilles en tant que manager, c'est, est-ce qu'on réduit le temps de signature de certains contrats? Et deux, est-ce que les personnes arrivent à eux-mêmes comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer sur cette partie-là, quoi? Donc, tu as pris très peu de métriques et tu as essayé de favoriser une évolution, un développement de chacun sur les compétences peut-être personnelles ou les talents personnels relatifs à ces métriques. Moi, Ouais, je le c'est ça. comprends comme ça. Je sais Ouais, pas si je suis à côté de la plaque. non, en fait, c'était pas non plus l'over capéisation. Je pense que pour avoir vu d'autres boîtes, tu vois, on n'était pas non plus dans la caricature de tout, tout, tout est mesuré. Mais en revanche, tu as un très bon point qui est j'ai supprimé le process. Il y a, il y a, Mmh. j'ai arrêté de demander aux sales de suivre un process pour signer. Alors là, ça peut peut-être faire tomber des nues certains directeurs commerciaux, mais en fait, c'est vraiment un peu le saut que j'ai fait parce que, en fait, une fois que les commerciaux sont formés, ils savent très bien quel est le process standard, mais si tu leur mets dans les pattes tout le temps ce process standard, tu brides leur créativité. Et en fait, moi, ce que je leur dis, c'est quand le lead tombe, si vous pouvez signer dans 20 minutes, vous le signez dans 20 minutes. Et donc, ça renverse la perspective. Donc oui, tu as raison, j'ai supprimé le process et j'ai mis au cœur du truc, la durée de vente. Alors, c'est pas forcément dans un objectif de le réduire, comme tu le disais, c'est plutôt factuellement, on en est à telle durée. Qu'est-ce qui t'empêche, de le signer maintenant? Tu vois? Je leur demande ils ont pas d'objectif, par exemple, de tu dois signer en X jours. C'est plus D'accord. parce que chaque deal est différent et tu vois, je te disais, on fait des produits pour tout type d'industrie, des gros produits, des petits produits, des MVP, des trucs énormes. Donc c'est compliqué de dire, ton cycle de vente, c'est 21 jours ou 25 jours ou 27 jours. C'est plutôt, hem, qu'est-ce qui t'empêche de signer demain? Ouais, là, c'est vraiment pour le coup votre philosophie du lean, de l'amélioration continue. C'est pas drivé par les objectifs, mais par l'amélioration continue du type, voilà, là vous faites X jours, si on voulait faire X moins un jour, comment tu t'y prendrais, quoi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment ce côté, heu, on se fixe ensemble, la bonne durée de vente et puis ensuite on regarde si on est en train de le dépasser ou pas et si oui, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut améliorer, Mmh. dans la technique de vente. Mais tu vois, c'est vraiment ça part du commercial, en fait. Ça part vraiment de lui qui dit, lui, quand est-ce qu'il pense signer et après ça dépend vraiment de lui, en fait. C'est plus du tout le process qui compte. OK, donc à ce stade, bonne pratique numéro un, s'adapter, à chaque personne, niveau de seniorité, personnalité et cetera pour, t'assurer que tu parles sa langue et pas la tienne, Ouais. que ce soit en one to one ou dans le management visuel ou quoi que ce soit. Ensuite, peut-être prendre du recul, donner du souffle aux équipes et les forcer à se focaliser sur, le what, mais pas sur le how, à savoir, bon, comment ils s'y prennent. Quelque part, tu leur fais confiance là-dessus. Mmh. Ça a eu quel impact, quand tu as implémenté, tous ces pratiques-là dans ton travail? Ça a eu, ça a eu plusieurs impacts. C'est que déjà, en fait, ça a libéré la créativité des commerciaux.
Donc ça, je te le disais, en fait, à partir du moment où tu supprimes le process, tu te rends compte que les gens ont des idées hyper ingénieuses pour aller réussir des projets en tant que CEO ou même avant quand j'étais directrice commerciale signée. Donc libérer la créativité et effet qui se coule, ça ouvre des nouvelles poches de business. Parce qu'en fait, à partir du Mmh. moment où tu dis certains deals, il n'y a pas de process, juste réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez inventer pour le signer. Tu as des deals où en fait, auparavant, le process auto-killait ces deals-là. Par exemple, je te donne un exemple. Bon, bah, le budget du client est trop petit, donc en fait, on peut pas le servir. Donc, on le redirige vers une boîte de notre réseau ou de notre écosystème où on sait que avec ce budget-là, il pourra être servi. Mais en fait, si tu enlèves ça, en fait, tu te mets à réfléchir de OK, le budget il est de X, et ben je vais me débrouiller pour le servir avec ce budget. Et du coup, tu te mets à découvrir des nouvelles technologies, dans notre cas, à Théodo, qui te permettent d'aller plus vite et de dépenser moins pour le client et quand même répondre à son besoin. Donc là, tu vois, un exemple hyper concret, on est en train d'ouvrir une nouvelle business unit qu'on appelle le no-code chez nous. Enfin, no-code, tu as dû en entendre Mmh. parler largement, c'est pas que Théodo, qui est en fait une manière de coder des prototypes et des produits de Ouais, tout manière à fait. extrêmement rapide en assemblant des technologies comme Airtable ou Webflow. Là où en fait, auparavant, tu pouvais faire la même chose beaucoup plus sur mesure, mais plus cher. Donc en fait, tu vois, tu te mets à découvrir de nouvelles poches de business, tu libères la créativité des sales et puis de manière générale, tu vois, si je te donne l'overview sur Théodo, cette année, on va faire une très très bonne année de croissance, euh, même avec le Covid, par rapport à l'année dernière. On va faire une plus grosse croissance cette année. Trop bien. Et alors, si ça te va, moi j'aimerais bien qu'on atterrisse sur cette première évolution, parce que comme tu le disais, c'est vraiment une question de palier. Il y a qu'est-ce qui te fait performer en tant que contributrice individuelle, après qu'est-ce qui te fait performer quand tu manages une équipe, et un poste de direction, c'est peut-être encore différent. Là, il y a un côté presque Pokémon, tu vois, où tu as l'évolution un, Ouais, 2, 3. ouais. Euh, Là, peut-être, qu'est-ce que tu voudrais encore partager comme élément pour celles et ceux qui nous écoutent sur cette première étape. Donc là, au-delà de ce qu'on a déjà dit, c'est quoi le bilan, entre guillemets, de cette deuxième étape Pokémon avant qu'on ouvre le chapitre de la troisième? Il y a un autre sujet hyper important quand tu deviens manager, c'est que moi, c'est hyper relié au premier. En fait, tu es confronté à l'altérité, vachement. Tu es confronté à des gens qui sont différents de toi. Donc déjà, un, le reconnaître, on en a parlé tout à l'heure. Et deux, après, le gérer. Alors, j'ai parlé des outils, libérer les gens des process pour avoir des discussions plus intéressantes. Mais il y a un côté aussi introspection personnelle hyper forte. En tout cas, moi, je suis vachement passée par là. C'est la gestion de juste de tes émotions, en fait, que tu peux ressentir quand tu manages. Je pense que n'importe quel manager a ressenti déjà de l'exaspération, de l'impatience, du dépit, de la tristesse, de l'excitation, tout le panel des émotions positives et négatives quand tu manages, parce qu'en fait, tu vis, tu vis à travers tes managers, enfin, tu vis à travers tes managers, tu vis des émotions parce qu'ils te rapportent des problèmes, ils te rapportent des bonnes nouvelles, etc. Et un truc que j'ai vachement appris à faire, c'est comprendre d'où venaient mes émotions que je ressentais et les gérer. Et souvent, quand j'observe de loin un manager junior, c'est très drôle de voir, que ce soit à Théodo ou dans d'autres boîtes, hein, à quel point en fait les émotions qu'il ressent après se voient et, 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 et transpirent dans la manière dont il va manager la personne qui lui parle. Hmm. Et donc moi, tu vois, il y a eu un autre gros travail que j'ai entamé, qui est un travail beaucoup plus personnel euh, je dirais, identification de mes émotions, compréhension pour les accepter, pour les laisser passer et après pouvoir répondre à la personne et m'intéresser à cette personne qui est en face de moi et pas juste je lui déverse ce que je ressens parce que je suis déjà en train d'essayer de me gérer moi-même avant de gérer ses émotions à elle. Tu vois ce que je sais pas si tu vois ce que je Ah, veux dire. mais c'est très très clair. C'est même peut-être 50% de notre job en coaching de dirigeante et de dirigeant. Et je peux faire, on va pas faire un épisode d'émotion, mais on pourrait. Et je d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a envie d'être interrogé sur un épisode spécial émotion au travail, je m'aimerais beaucoup qu'on fasse ça sur le management. Peut-être deux choses là-dessus. Peut-être
à un moment donné, quand on est effectivement manager, leader, C-level, tout ce qu'on veut, on est confronté à tout un tas de personnes et donc l'émotion, ça fait juste partie de qui on est. Et de deux choses l'une, déjà, si on a envie de les brider, ça va finir par mal se passer d'une manière ou d'une autre. Et de deux, en vrai, c'est idiot parce que les émotions, c'est les indicateurs. Ça nous dit quelque chose. Enfin, la colère, ça nous dit qu'on se sent envahi sur un système de pensée. La tristesse, ça nous dit qu'il y a une perte quelque part. La peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on vit mal. Enfin, bref, tout ça, c'est des indicateurs sur notre tableau de bord. Et ne pas apprendre à les connaître et à se connaître soi-même, c'est passer à côté de la moitié de l'information et c'est un peu dommage. Et la deuxième chose qui est très importante, et ça, je m'adresse à tous nos amis start-upers, start-upeuses qui ont un peu le fantasme de l'hyper-rationalisation, pour le coup des chiffres de partout, on n'écoute que la data. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, dans vos équipes, vous avez des êtres humains et vous en êtes un vous-même, jusqu'à preuve du contraire. Et sincèrement, les êtres humains, quand ils échangent entre eux, ils ressemblent beaucoup plus à des enfants dans une cour de récré qu'à des juristes qui se parlent entre eux. Donc même si vous pouvez prouver à quelqu'un qu'il a tort par le process, les OKR, etc., dans la réalité, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur l'émotionnel, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Donc apprenez tout de suite à parler cette langue et je pense que ça n'aura que des très très bons impacts. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est un chemin que j'ai fait. Ah, c'est du boulot par contre, hein, c'est très très long. Hein. C'est un boulot que j'ai fait, ouais. Tu vois, mais c'est marrant parce que j'ai mis 1 an à entamer ce chemin à partir du moment où je suis devenue manager. Parce qu'au début, tu penses ne pas avoir à le faire, ou alors tu vois pas vraiment le truc et tu te dis, bon, je sais pas, c'est le truc des émotions, là, c'est un truc de hippie ou j'en sais rien, tu vois, tu te dis, non, ça me concerne pas. Et en fait, les excellents managers, euh, avant de comprendre les émotions des autres, en fait, ce qu'on dit pas, c'est que d'abord, leurs émotions à eux, elles sont connues, ils se connaissent eux-mêmes, ils savent ce qui les fait, ce qui les active sur certains trucs. Et donc, en fait, ça leur permet après d'anticiper et de après gérer les émotions des autres. Parce qu'en fait, tu dois gérer tes émotions, puis après, tu dois gérer l'émotion de ton manager. Et voilà, c'est. Peut-être un petit témoignage là-dessus, parce que ça tombe très bien. Si tu es parti du mode, bon, bah, les émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est un truc de hippie, et que là, tu en reviens, c'est que tu as pu voir l'impact. Est-ce que tu peux, en deux mots, nous dire, pour les futurs ou les actuels john managers qui nous écoutent, quel impact ça a quand on travaille, quand on fait ce boulot-là? Ouais, bah moi, la première émotion sur laquelle j'ai bossé, c'était écouter mon énergie. Alors, c'est pas vraiment une émotion. En fait, quand j'étais jeune manageuse, euh, je faisais pas très attention à mon état d'énergie haute, énergie basse. Tu vois, quand j'étais fatiguée, en fait, je m'écoutais pas. À la fin de la journée, je me disais, ah waouh, là dis donc j'ai fait une grosse journée, je suis fatiguée, et puis tu vois, le soir je faisais ma soirée et tout, essayer de récupérer. Mais en fait, ce que j'ai appris à faire, c'est pendant mes meetings ou même entre mes meetings, me dire, ok, là, toi, quel est ton niveau d'énergie? Et en fait, se mettre à juste se pinguer soi-même en disant, est-ce que là, t'es bien? Est-ce que t'as un bon niveau d'énergie? Ça permet parfois de te rendre compte qu'en fait, non, là, t'es en train de fatiguer. Et du coup, te poser la question, ok, pourquoi je suis fatiguée? Et là, tu te mets à avoir des bonnes réflexions, tu vois. Ah, en fait, je suis fatiguée parce que là, je viens d'enchaîner 3 meetings. Et oh, en fait, dans 2 minutes, j'en ai un autre qui démarre. Ben, en fait, non. Et en fait, ce genre de choses, ça t'aide à être vraiment un meilleur manager parce que comme tu fais attention à ton énergie, tu vas être vachement plus présente pour les gens et tu vas être aussi beaucoup plus efficace. Donc moi la première anecdote que j'ai envie de te raconter, c'est qu'il y a des moments, tu vois, je me disais, ok, juste, quel est ton niveau d'énergie, comment tu te sens? Et en fait, juste de se poser cette question-là et de réagir si t'es pas au top, et ben, ça démultiplie, un, ton bien-être, deux, ta productivité, et puis après, derrière, pour l'équipe, c'est hyper positif, quoi. C'est juste d'avoir un manager qui est en maîtrise, qui sait se poser, c'est hyper, c'est hyper, juste, hyper cool, quoi. Putain, je suis obligé de réagir à ça, mais je te remercie beaucoup, Caroline. Euh, Si vous prenez cette habitude-là, de vous pencher sur vos niveaux d'énergie et voir qu'est-ce qui vous coûte de l'énergie, qu'est-ce qui vous en donne et quels sont les moments où vous êtes vraiment bien dans vos baskets et régénérés et les moments sur lesquels vous êtes en train de fatiguer, ça permet un autre bénéfice qui est énorme, et c'est le titre de ce podcast, My Own Leadership, c'est que vous allez vous rendre compte, et ça n'a rien à voir, c'est des talents naturels, qu'il y a des choses que vous pourriez faire
toute la journée sans fatiguer. Par exemple, dans mon cas de figure, le podcast est un très bon exemple de ça. Là, je pourrais en enchaîner 6 d'affilée, que je serais ravi parce que ça me coûte rien. J'adore ce type d'exercice-là. Et que, à l'inverse, il y a des choses, vous le faites, hein, parce qu'il faut le faire, mais vous n'êtes pas câblé pour ça et ça vous bouffe un peu d'énergie. Et de deux choses l'une, quand vous avez repéré ça, vous êtes capable d'orienter vos activités quotidiennes vers vos talents plutôt que vers des zones sur lesquelles vous n'êtes pas naturellement bon. C'est pour ça d'ailleurs que c'est moi qui fais le podcast, hein, parce que en tout cas moi ça me coûte rien au sein d'Yaniro. Et d'autre part, vous êtes capable d'anticiper des choses qui coûtent de l'énergie pour pas en faire 1000 dans la journée. Par exemple, oui effectivement, si t'aimes pas, enfin si les meetings c'est quelque chose que tu dois faire mais que ça te coûte un petit peu d'énergie, ce qui est pas très grave, tu peux juste te dire bon bah je vais pas m'en coller 8 dans la journée parce que sur les 4 derniers, je vais être irascible, de mauvaise humeur et peut-être pas faire bien mon boulot quoi. Je suis 100% d'accord et pour aller dans ton sens, petite anecdote, maintenant que moi j'ai pris l'habitude de le faire, j'ai converti, j'ai convaincu, mes 2 associés, Julien et Maxime de le faire aussi et en parlant, on a fait, des mercatos de responsabilité. Exactement, bah, c'est ça qu'on fait. Nous, petite anecdote aussi, au sein d'Yaniro, on réfléchit les choses en termes de plan de match. C'est-à-dire, on part du principe qu'on définit le jeu auquel on est en train de jouer et qui on met sur le terrain en fonction de ses talents naturels. Ouais, bah, pareil et on l'a fait, tu vois, on le fait depuis 6 mois et je pense sans exagérer que la vitesse d'innovation de Théodo a fait fois 4. On a en l'espace de 6 mois. Bon, on fera, si tu me présentes un de tes associés, on fera un épisode Ouais, mercato peut-être. ouais. Et alors, donc là, c'est l'étape 2 Pokémon, et donc la mutation vers ta troisième évolution, donc quand tu es passé dans un C-level, donc au statut de CEO. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, finalement, même question, quand tu dis que c'est pas les mêmes sujets qui te permettent d'avancer, comment tu pourrais nous raconter cette transition? Ouais. En fait, la mutation, elle l'a fait en fait, je suis passée donc de contributrice individuelle. Après, en fait, directrice commerciale, j'étais déjà C-level, mais la mutation, le 3e stade que j'ai, atteint, c'est, statut de dirigeant. Donc, je suis devenue, directrice générale de Théodo avec la casquette COO. Donc c'est à ce moment-là que je suis devenue COO. J'ai lâché le sales. Mhm. Hem, donc qu'est-ce qui m'a emmenée, de C-level à dirigeant? Je dirais que, donc déjà du stade contributeur individuel à C-level, bah, je dirais performance, évidemment la performance individuelle et 2 heu, le re la capacité de se créer un réseau dans la boîte, très important. Et de C-level à dirigeant, je dirais, et ben, tu vois, on y revient, hein, mais maîtrise des émotions, incarner le leadership, en fait, heu Hmm. et qui passe par, ton calme et ta maîtrise et heu et tout ce qu'on vient de discuter. Et puis, capacité d'exprimer une stratégie, à très haut niveau. Ça, c'est plutôt côté, hard skill ou tu vois, compétences, mais heu, je pense que c'est les 2 choses que tu débloques, quand tu passes dans le niveau, dirigeant. Et toi, qu'est-ce que tu as dû faire du coup pour passer à ce niveau dirigeante? Sur quoi consciemment tu as dû travailler pour faire un level up sur les compétences qui te manquaient? J'ai bossé sur des sujets stratégiques. Donc chez Théodo, on utilise, un outil qui s'appelle l'A3, qui est un template qui te permet de structurer ta réflexion quand tu veux, enclencher des changements structurants dans une organisation. Je le recommande vraiment très vivement. C'est un outil qui vient du Lean, et qui marche très, très bien. Et donc en fait, j'ai, travaillé et mené jusqu'à la fin, 2 ou 3 A3 structurants qui m'ont permis de développer ce muscle-là de, structuration d'un raisonnement et pensée stratégique. Comme ces changements ont eu des résultats positifs et que, ça s'est bien passé, à ce moment-là, du coup, j'ai pu, passer à ce stade-là. Mmh. Oui, donc quelque part, enfin pareil, je le prends d'une autre manière, mais pour passer donc d'un statut de dirigeante sales, donc très centré sur des objectifs et amener une équipe à atteindre des objectifs, le passage dans ton job de DG, ça met un pied dans la stratégie et donc être capable de créer une impulsion dans une page blanche au niveau de l'organisation et de t'assurer que l'organisation est dans le sillon avec toi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, en fait, quand tu es DG, tu as la responsabilité totale de l'entreprise.
Mmh. Quand tu es directeur commercial, tu es responsable du commercial. Enfin, à l'époque, c'était mon cas. Et quand tu es DG, tu es responsable de Théodo. Donc, tu es responsable autant du commercial, des opérations, parce que moi, j'ai un titre de COO, donc spécifiquement les opérations. Mais en fait, je suis aussi responsable de la qualité technique, même s'il y a un CTO. Enfin, je veux dire, tu passes à un stade de responsabilité complète sur le succès de Théodo. Et donc, ça passe par des domaines un peu abstraits, opérations, techniques, mais c'est aussi les gens. Enfin, tu es responsable que chaque Théodoeur soit épanoui, soit un succès. Et donc, en fait, pour passer ce cap mental sans, tu vois, paniquer, parce que tu pourrais dire, oh là là, mais c'est énorme, comment faire? J'en parlais récemment à une de mes mentorées, je sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler, mais à une de mes mentorées dans Théodo, elle me disait, mais comment tu fais pour débrancher le week-end alors que dans ta tête, tu as 120 personnes? Bah, en fait, tu y arrives parce que tu, t'es- tu sais modéliser dans ton esprit et sur des documents la boîte. Et donc, tu es en maîtrise de ton objet. Tu es capable de dessiner, tu maîtrises ton objet dans toutes ses dimensions, donc c'est pas quelque chose qui te dépasse, c'est quelque chose que tu maîtrises. Toute la question, quand tu veux faire de la croissance, comme c'est le cas des startups que tu interviews, c'est comment tu fais grossir l'objet tout en continuant à le comprendre sous tous ses aspects. Ça, c'est une vraie question. OK, bah, très clair et alors au final, peut-être pour, commencer à entamer parce qu'on pourrait parler, des heures, mais j'essaye de maintenir un petit peu le timing de l'épisode pour, commencer à entamer l'atterrissage de cet échange. Qu'est-ce qui a le plus changé, entre tes débuts au sein de Théodo et maintenant là, si tu regardes, la différence entre le point, 1, et le point actuel? Qu'est-ce qui a pu changer chez moi ou dans la boîte? Parce que c'est deux Ah, chez toi, ouais, en termes de questions. pratiques managériales et cetera. Chez moi. Bah, tu vois, c'est très, très relié à ce que je te racontais sur mon passage mon image mentale du leader. Mmh. Hem et pour te raconter une anecdote un petit peu perso, moi, j'ai un père qui est général dans l'armée et en fait, j'ai grandi en observant ce leader qui commande des milliers de personnes et l'image mentale que j'avais d'un leader, c'était quelqu'un qui commande très haut, très fort, qui est capable de fixer des objectifs ambitieux, qui aide les gens quand les gens sont en difficulté. Et donc, quand je suis passée manager, j'ai vachement essayé d'imiter ça, tu vois, parce que j'ai grandi avec cet exemple à mes côtés. Et en fait, ce que j'avais pas vu, et en discutant avec lui d'ailleurs, quand je suis devenue manager à mon tour, et ce que j'ai compris, ce qu'il m'a dit, c'est que les gens ne suivent pas des super-héros. Et donc, en fait, quand tu es un leader, évidemment, tu dois fixer le cap, aider les gens, évidemment. Mais en fait, tu as aussi toute une dimension de discussion, d'intérêt profond sur qui sont les gens que tu manages, qu'est-ce qui est important pour eux. Et donc, c'est cette double phase du leadership que j'ai appris et que j'ai profondément changé dans ma façon de faire. Bah, je pense que c'est un très beau, message pour atterrir et je citerai alors le problème c'est que je sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase que je trouve très juste. Faut pas se tromper, hein, de la même manière que quand on fait du marketing, du sales, voire même de l'UX, notre obsession est censée être l'obsession de ce que veut l'utilisateur ou le client et on est censé comprendre ses besoins, comment il fonctionne, comment il réagit, et cetera. À partir du moment où on a une position de leader ou de manager, votre obsession, ça doit être comment fonctionnent les gens que vous avez dans vos équipes, comment ils réagissent, comment ils fonctionnent, de quoi ils ont peur, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin et c'est en faisant ce même travail presque d'anthropologue de vous intéresser sincèrement, profondément aux gens que vous avez dans vos équipes, que vous arriverez à connecter avec eux et donc à les embarquer où que vous vouliez aller. En tout cas, moi, c'est la manière dont je me le représente. Ouais, ouais, ça me parle beaucoup. Bon, bah écoute, je te propose qu'on arrive tranquillement vers la fin de cet épisode. Déjà, première chose, si on a envie de te contacter, d'échanger avec toi, c'est quoi le bon canal? Mail, mail, je suis réactive, hopefully. Ok, donc on mettra ton mail dans la description de l'épisode si ça te Ouais, va. ouais. Ensuite, c'est quoi le livre, podcast ou blog que tu recommanderais à des personnes qui souhaitent développer leur leadership personnel en startup, sachant que ce que j'ai compris entre les lignes de nos échanges, c'est que tu n'as pas été la dernière pour tout à tous les niveaux, à fond quand il s'est agi de monter en compétences et de développer tes épaules de leader, si j'ose dire. Ouais, j'ai énormément lu, j'ai énormément, bon, j'ai droit qu'à un livre.
Allez, non, allez, je t'en donne autant que tu veux à partir du moment où tu peux assurer les auditeurs et auditrices que s'ils lisent que ces bouquins-là, on va dire peut-être 2 ou 3, ils auront déjà fait des pas de géant pour développer leur leadership. Ok, 2. 2 ou 3, allez, pas plus. Allez, ok. Bon, ma Bible en 1, c'est Nine Lies About Work. C'est extraordinaire. En fait, c'est un livre qui vient dans la suite de First Break All the Rules. C'est le même auteur. Ah bah oui. Il écrit ça à la fin de sa carrière. Le gars a réfléchi pendant 50 ans. Donc autant vous dire qu'il a bossé avant nous sur qu'est-ce qui fait la différence entre les bons managers et les mauvais managers. Tout est la substantifique moelle dans Nine Lies About Work. Donc vraiment, je le recommande, c'est extraordinaire. Ensuite, je vais dire, ça va peut-être surprendre, mais je vais dire Getting to Yes. Je pense que beaucoup de gens le connaissent comme un livre de négociation commerciale, mais en fait, manager, c'est négocier. Et donc, en fait, il faut le lire même quand on fait pas du commercial, parce qu'en fait, quand on est manager, on négocie tout le temps. Et le dernier, je dirais, c'est Learning to Scale, qui est un livre de management, mais qui est aussi un livre de manière générale, comment scaler, et je trouve qu'il est super. En plus, il y a plein de dessins, donc c'est cool. Nine Lies About Work, Getting to Yes et Learning to Scale. Là, c'est bien. Donc là, c'est la promesse, Caroline. C'est si on lit tout ça, déjà, on a fait un pas de géant, quoi. Ouais. Ah, mais 3 pas de géant, en fait. Un par livre. 3 pas de géant. Bon, après, il faut l'appliquer, évidemment. C'est toujours pareil, il faut pas être un rat de bibliothèque, il faut après le tester sur le terrain. Cool. Bon, bah écoute, et en plus là-dedans, il y en a que j'ai pas lu, donc je vais me pencher dessus à titre personnel. Au final, donc, tu connais un peu le principe du podcast, de la même manière que c'est donc que tu as été nommé sur ce podcast par une de tes collègues. Là, moi, je te propose de nommer, alors pas quelqu'un d'autre de Théodo, mais peut-être des entrepreneurs, des leaders de start-up que tu connais qui t'impressionnent. Qui est-ce que tu aimerais voir passer sur le podcast ? Alors, il va être surpris parce que j'en ai absolument pas parlé. Je pense que je sais pas si vous avez déjà eu cette boîte en interview, mais je vais te parler de Marc-Antoine Lacroix, qui est le CPO de Conto. Il fait des trucs vraiment super intéressants en management. Il a été CTO et là il est passé CPO. Donc déjà, je trouve que c'est un transfert hyper intéressant, il pourra te raconter. Et il m'impressionne beaucoup dans sa manière de gérer la tech et le produit à Conto. Alors, Marc-Antoine, non, on n'a pas été mis en contact, on ne se connaît pas directement, mais Marc-Antoine, si tu nous écoutes, je ne sais absolument pas si tu auras le temps et la bande passante disponible pour passer sur le podcast, mais sache au moins donc, que Caroline te considère comme le leader le plus incroyable qu'elle connaisse. Donc déjà, ça vaut. Écoute, Caroline, je te remercie grandement pour cet épisode. C'était vraiment un vrai bonheur. Et puis, je te dis à très vite, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci, Alexis. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.